Bienvenue à vous dans la table de l'insertion pour ce 6e épisode. Je suis avec une invitée de marque, Linda Benmiloud, qui a 37 ans aujourd'hui. Tu t'es fait ta place dans la mode dans un premier temps. Tu es arrivée au poste de directrice communication dans l'optique. Et au moment du confinement, tu as décidé de te reconvertir et de lancer ton business dans le wellness. Linda, comment vas-tu ? Je vais bien et toi ? Écoute, super. J'espère t'avoir bien amorcé pour cet épisode. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, tu m'as bien amorcé, mais tu m'as laissé aussi la possibilité de pouvoir en dire plus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur mon parcours. Oui, mais c'est aussi pour ça que je t'ai contacté. C'est que déjà, merci aussi d'avoir dit oui pour cette invitation. Avec plaisir. Je sais que tu es assez booké d'un point de vue boulot. Moi, je sais que tu as un parcours assez fascinant. Tu as connu plein de choses. Tu as eu ce Graal un peu qu'on veut tous obtenir au fond de nous étant plus jeune, de devenir directeur d'une structure sur un pôle bien précis. Et tu en es arrivé là. Parle-moi un petit peu du tout début. Le tout début, si on doit partir de l'enfance, j'ai eu une enfance, j'ai un papa algérien, une maman française. J'ai été élevée dans Paris Centre. J'ai eu la chance d'intégrer une école privée, donc parce que c'était le souhait de mes parents que je puisse parler anglais le plus rapidement possible. Et pour la suite de mon parcours, c'est ce qui a été la chose qui m'a le plus aidée en réalité. Au-delà de mes connaissances ou de mes capacités ou de mes diplômes, c'était vraiment le fait que l'anglais était acquis depuis déjà très longtemps. J'ai quand même eu cette chance d'être dans une famille où mes parents, je vais employer le terme, se sont saignés pour moi et mon frère, pour qu'on puisse faire des bonnes études et qu'on soit dans de bonnes conditions. Donc ça a commencé comme ça, et pour autant, j'étais une petite fille avec un gros manque d'estime d'elle-même. Peu de gens croyaient en moi, même à un moment donné, je crois que mes parents, ils avaient baissé les bras parce que l'école, c'était pas forcément mon truc. J'ai toujours sauvé les meubles, mais c'était pas gagné. Mais l'objectif, voilà, pour un papa algérien, c'était d'avoir le bac, faire des études supérieures, et puis après, on voyait ce qui se passait. Devenir avocat Éventuellement, avocat, médecin, les grandes études. Et puis au final, j'ai quand même été entourée de 2 parents qui nous ont laissé faire relativement ce qu'on voulait, et qui, même si ils nous ont donné leur avis, sont des gens hyper ouverts et qui nous ont permis de faire plein de choses. Épanouissement first, quoi. Épanouissement first, mais avec beaucoup de valeur et beaucoup de rigueur, surtout de la part de mon père. Non pas que ma mère ait été laxiste, mais en tout cas, mon père, c'était quelque chose de très important pour lui. Et donc ils ont vraiment tout misé sur nous, en se sacrifiant beaucoup et en faisant en sorte qu'on puisse toucher à tout, voir plein de choses et découvrir des nouvelles choses, rencontrer d'autres personnes. Et voilà comment j'ai commencé ma vie. D'ailleurs, j'aimerais revenir sur un point parce qu'il y a un moment où tu as parlé des langues. Tu parles anglais ? Oui, je parle anglais et je parle italien. J'avais appris l'espagnol en 6e, mais j'ai tout perdu. Et j'avais appris le japonais en CE2 et j'ai tout perdu. Ok, du coup, c'était une école privée, je suppose, parce que tu as parlé un peu des coûts, etc. pour les parents. Oui, c'était une école privée, et c'était une école privée qui est encore aujourd'hui très renommée et réputée. Et on a eu beaucoup de chance, mon frère et moi, sur ce point-là. Ok, donc les parents, ouais, ils ont vraiment mis les pour bouchées mon père, doubles pour mon père, c'était une condition, c'était la base. En fait, mon père, il travaille à l'UNESCO depuis... Enfin, il travaillait, pardon, parce que maintenant il est à la retraite. Il y a travaillé pendant près de 30 ans. Et donc là-bas, tu croises des personnes qui parlent du monde entier, en fait, qui parlent toutes les langues. Et donc pour mon père, c'était très, très important que l'anglais, ce soit comme une langue maternelle, comme notre langue maternelle. Ok, et il faisait quoi d'ailleurs, le papa ? Mon père, il était simplement fonctionnaire à l'UNESCO, il travaillait avec les délégations, et il a fait différents services, et puis voilà. Et moi, c'est une belle anecdote, mais je pense que c'est ce qui m'a aussi servi, parce qu'elle reste toujours dans un coin de ma tête, mais quand j'avais 8 ans, je passais tous mes mercredis après-midi à l'UNESCO, et j'ai eu la chance de rencontrer dans le parking Nelson Mandela, qui m'a pris dans les bras à l'époque et m'a dit... Je l'avais fait un post là il y a quelques semaines à ce sujet avec tout ce qui se passe dans le monde, et Nelson Mandela m'avait dit « Tu diras à tous les enfants du monde que je les aime ». Et cette phrase m'est restée gravée à vie 30 ans après. Donc voilà. Je sais pas du tout quoi te dire.
Non, il y a rien à dire. Je Je réalise suis que bouche j'ai bée. eu. Non, je réalise que j'ai eu. Là, ça pour le coup, c'est ma bonne étoile. C'est-à-dire que j'étais pas du tout venue pour le rencontrer. Moi, je passais tous mes mercredis après-midi à l'UNESCO. Il s'avère qu'il sortait de prison. Et donc, il venait pour la conférence générale qui avait lieu chaque année à l'UNESCO. Et du coup, il était dans le parking avec toutes ses équipes et une horde de photographes. Et il m'a croisé moi. Il y avait que mon père, moi, et lui et ses équipes. Et voilà comment ça s'est fait. Waouh. Ouais. Enfin, tu m'étonnes que tu aies envie d'apprendre les autres langues par la suite, quoi. Mais en fait, tu réalises que c'est le truc le plus important qui va t'ouvrir toutes les portes. Qu'aujourd'hui, l'anglais, aujourd'hui, ça devrait être une base acquise et accessible à tous. Parce que c'est une langue internationale, c'est la langue qu'on parle quasiment dans tous les pays. Bon, si tu vas au Japon ou au Brésil, effectivement, c'est pas vraiment la langue parlée, mais c'est très très important. Et une fois que tu as acquis ça, ça te permet. En fait, ça t'ouvre toutes les portes, les langues. C'est ça qu'il faut se dire. T'es pas obligé d'être le plus intelligent et le plus diplômé. Si t'as les langues, t'es le roi du monde, en fait. C'est ça, et en plus, d'ailleurs, vous étiez à combien d'heures, vous, par semaine? D'anglais? Ouais, dans cette école. Ah, j'avais les cours d'histoire géo en anglais, j'avais la science nat en anglais, la Ah science oui, physique en anglais. dès la primaire? Ouais, dès la primaire. Ok, waouh. Enfin, la primaire, non, on faisait pas de sciences nat et tout. Au collège, surtout. Dès le collège, oui. Et avant ça, on avait des cours en anglais qui étaient plus basiques. Mais au collège, dès la sixième, on avait l'histoire géo, la science nat, la science physique en anglais. Donc voilà, tu n'as pas le choix que de suivre. D'ailleurs, dans les écoles publiques, c'est 2 heures d'anglais par semaine. Et j'avais changé, bon, il y a de ça déjà un moment quand j'étais parti vivre 1 an à l'étranger. Les Allemands, c'est 8 heures par semaine dès la primaire. Ouais, mais parce qu'en Tu fait, vois, à nous, on titre de est. comparaison, ça veut dire à 18 ans, quand ils sont diplômés de l'équivalent du bac là-bas, la plupart sont déjà tous bilingues. Et ils ont Ouais, un mais anglais c'est. sans accent. Pour moi, mais parce que j'ai été baignée là-dedans, mais pour moi, c'est la base. C'est la base. Et aujourd'hui, je suis maman d'une petite fille et elle parlera anglais. Enfin, c'est non négociable. Et pas que l'anglais. Voilà. Moi, en fait, moi, les langues, après, ça m'a passionnée. J'étais très douée. C'est là où j'excellais, en fait. Donc après, j'ai appris l'arabe à l'université. J'ai appris à lire et à écrire. Et puis, c'est dommage parce qu'en fait, quand tu pratiques pas, tu perds beaucoup. Donc l'anglais, je me suis vraiment efforcée de le pratiquer au maximum. Et avec du coup toutes ces langues en poche, qu'est-ce qui se passe quand t'as le bac 18 Quand j'ai le bac, j'ai un goal en tête. Rêve de devenir journaliste reporter de guerre. Donc je passe un bac littéraire. Je rentre en fac d'histoire à Tolbiac pour intégrer ensuite une école de journalisme. Et en cours de route, je lâche la fac d'histoire parce qu'en fait, j'étais jeune peut-être et bête. Et du coup, il y avait des cours d'histoire qui ne me passionnaient pas du tout, notamment tout ce qui concernait le Moyen-Âge, etc. Et moi, tout ce qui m'intéressait, c'était les relations internationales, en l'occurrence. Et donc, j'ai tout lâché, j'ai arrêté, passé mon permis. Je suis partie travailler au secrétariat en maternité, puisque j'arrêtais en cours d'année. Et je me suis payé en fait ma première voiture, qui était une Twingo. Donc ces sous-là, je les ai utilisés. Et ensuite, je me suis réinscrit en BTS. Alors au départ, il y avait 2 choix. Je voulais être journaliste reporter de guerre, donc j'avais déjà fait un stage. C'est un peu confus, mais il y a beaucoup de choses. Chez Public Sénat, à l'époque de Monsieur El Kabash, qui faisait très peur en conférence de rédaction, mais j'ai beaucoup appris auprès de ces gens. Et puis ensuite, en fait, quand j'ai intégré la maternité au secrétariat, ça m'a permis d'avoir un salaire, de pouvoir me payer donc ma première voiture. Et ensuite, je me suis réinscrite en BTS. Je voulais faire de la communication. Les places étaient saturées, puisque je voulais le faire en alternance. Et donc, du coup, il n'y avait plus de place et pas d'entreprise. Et donc, j'ai fait un BTS Management des unités commerciales, qui a été un fiasco. Ça ne m'a pas plu du tout. J'étais en alternance dans une boutique à Vincennes. Mais en fait, j'ai réalisé que ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. Mais je l'ai fait pendant 2 ans. Et puis ensuite, j'ai intégré une licence en communication. À la suite de cette licence-là, j'ai commencé à postuler. Donc là, pareil, la licence toujours en alternance. J'étais en communication interne dans une école de commerce qui avait été créée par Martin Bouygues, Claude Bébéard, qui était le patron de BIC, etc. C'était une toute nouvelle école qu'ils avaient créée dans le 16e. Et puis, j'avais quand même, dans le coin de ma tête, toujours ce rêve c'était soit journaliste reporter de guerre, soit travailler dans la mode. Donc, c'est complètement aux opposés, mais voilà. Et donc, j'ai démarché plein de sociétés qui m'ont rejetée parce que je n'avais pas d'expérience en mode et en communication. Donc, à 23 ans, j'ai créé ma première société qui s'appelait Sopress à l'époque et qui était une agence de presse et de relations presse et de communication.
et tout en continuant mes études, en fait, puisque après la licence, j'ai monté Sopress et je me suis inscrite ensuite en école de commerce pour passer un master en communication. Ouais, mais après, du coup, la création de ta boîte, c'est là où tu as passé le master aussi, Ouais, en pour parallèle justement de... montrer que tu avais l'expérience théorique et en même temps, Exactement, tu avais ta boîte, donc l'entrepreneuriat, exactement. En forcément fait, attirant. Hein. l'idée, c'était d'avoir sur mon CV la possibilité d'avoir une expérience que je m'étais créée, du coup, puisque personne ne voulait de moi en stage, et en parallèle de ça, une école réputée, parce que j'ai fait l'EFAP en master, et du coup, c'est une école, c'est l'école française des attachés de presse, voilà ce que signifie l'EFAP, et donc du coup, elle était reconnue, beaucoup de gens du milieu étaient passés par là, et notamment des personnes qui travaillaient dans la mode, et donc du coup, j'ai fait ça en parallèle de la structure. Et qu'est-ce qui se passe avec ce master en poche et cette boîte Avec ce master en poche, du coup, j'acquiers un peu plus de confiance en moi parce que je suis diplômée de l'EFAP et que du coup, je me dis c'est le Graal. J'ai ma boîte pendant 5 ans, donc de 23 ans à 28 ans environ, j'ai ma structure. Et puis après, je me dis, allez, il est temps maintenant de reprendre un CV, de repostuler pour intégrer une agence parce que j'avais quand même envie d'intégrer un CDI dans une agence de com. Et c'est là que je tombe sur mon patron adoré, Angelo Sensini Communication, qui est un Italien et qui, même s'il est très dur dans parfois les choses qu'il dit, etc., c'est le seul qui m'a donné ma chance et qui m'a ouvert les bras en me disant « Ok, bah viens nous montrer ce que tu sais faire et on te prend ». Et j'y suis restée 3 ans et demi. C'est là où j'ai appris l'italien parce qu'on était une petite équipe de 4 attachés de presse, dont 2 filles qui étaient italiennes et le boss. Et donc, beaucoup de budget italien. Moncler, Valentino, Sergio Rossi, des grosses marques. Avec, Wow. là, j'atteignais mon rêve pour le coup. Moi qui voulais travailler dans la mode, là, j'intégrais des sphères où, voilà, on prenait l'avion, on allait en Fashion Week, on organisait des défilés, on était à Milan, c'était incroyable. Et la Fashion Week Milan et Paris, en priorité, moi, que j'ai faite. Et c'est là où je me suis dit, en fait, tu peux pas être dans une agence italienne avec des budgets italiens et ne pas savoir parler italien. Donc, Effectivement, pour s'immiscer un petit peu dans leur monde à 200%, c'est vrai que si tu parles la langue locale, en fait, tu as un petit plus par rapport au reste. je partais du principe que si je voulais qu'Angelo me fasse confiance et que je gravisse les échelons et qu'on me donne des budgets intéressants, bah à un moment donné, il fallait que je sache de quoi on traite dans les réunions et pas que je sois laissée à côté et qu'après on me fasse la traduction, sachant qu'en plus, l'italien n'est pas la langue la plus difficile au monde. Donc si on y met un peu du sien, on y arrive. Similitude avec notre belle langue. Bah, c'est quand même très proche. Et donc, j'ai demandé, quand on est en CDI et dans des structures qui sont bien faites, on a la possibilité d'avoir un petit budget formation. Donc, j'ai demandé à la DRH, à l'époque, Rachel, si j'avais un petit budget. Elle m'a dit OK. Je me suis inscrite chez Berlitz Institute à Opéra. Et tous les matins, 3 matins par semaine, à 7h du matin, j'avais cours d'italien avant d'aller au travail. 7h du matin? Ouais, de 7h à 9h, exactement. Ok, donc tu te lèves à 5h30, 6h pour aller justement apprendre une langue, alors que de base, ça t'est pas demandé par l'entreprise. Non, C'est pas toi, du d'un tout. point de vue mindset, développement de carrière. C'est fort de se dire, tiens, j'ai envie de gravir les échelons dans ce monde-là, notamment cette entreprise-là, et d'apprendre la langue locale pour... Ah oui, pour moi, c'était impensable de ne pas faire autrement. Et c'est d'ailleurs, c'est comme ça, c'est en apprenant l'italien, en fait, au bout de 3 ans, on a récupéré un budget qui était Safilo, donc je le nomme, qui est un grand groupe dans le secteur de l'optique, puisque on fabriquait les lunettes et on distribuait les lunettes pour Dior, Fendi, Givenchy, Marc Jacobs, Pierre Cardin, des marques énormes et surtout beaucoup du groupe LVMH, mais aussi Kering. Et en fait, c'est le fait de parler italien qui m'a permis de, par la suite, gravir les échelons. En fait, j'explique, quand j'étais chez Angelo, Angelo me fait confiance et me donne ce budget, ce client, à m'occuper. Je m'en occupe pendant 3 ans et ensuite, on vient me voir et on me dit Linda, on n'a plus personne en France au siège à Levallois, à la direction de la communication, et du coup, on aimerait te proposer le poste. Et là, je tombe de ma chaise et je me dis comment je vais annoncer ça à mon boss, puisque en fait, ça veut dire que je rentre en interne chez Safilo, et donc mon boss va devenir l'agence avec laquelle je travaille. Bah, je lui ai annoncé très simplement, et évidemment, c'était logique pour moi, avec tout le travail et toutes les connaissances que cette agence et que Angelo, Anna, tous ces gens avaient, de les garder
qu'on travaille vraiment en binôme. Donc moi, en directrice com chez Safilo en interne, et puis eux en support. Et voilà, ça a marché comme ça pendant 3 ans et demi, jusqu'au Covid. Et après, moi, j'ai décidé de tout quitter. Mais en fait, pourquoi je dis tout ça, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est l'italien qui m'a permis d'accéder à ce poste chez Safilo. Sans l'italien, ils ne me l'auraient pas proposé. Ils auraient cherché ailleurs. Et justement, quand arrive ce confinement, qu'est-ce qui se passe parce que je sais que c'est à partir de ce moment-là où tu as switché. C'est quoi un peu l'effet catalyseur qui a fait que tu en es arrivé à créer ce business sur le wellness? En fait, en 2020, il se passe quoi? Il se passe qu'un beau matin, on t'apprend que tu vas être confiné chez toi. On l'a tous vécu, hein, donc j'apprends rien à personne. Et je reçois un appel de ma DG qui me dit, écoute Linda, pour l'instant, on te met au chômage partiel. Donc du coup, Ah ne oui, reviens quand pas même. tout de suite. Sachant que Et tu es directrice communication, ouais, mais en donc tu fait, fais à ce partie moment-là, quoi? Tu fais partie du board. je fais partie du board de direction, mais à ce moment-là, on n'a plus besoin de la com. Tout ce qu'il faut sauver, c'est les chiffres. Comment on va sauver les chiffres? Comment le plus important, c'est le directeur commercial et les commerciaux sur le terrain. C'est ça, en fait, qu'ils se disent à ce moment-là. Et comment ils vont pouvoir, sur qui ils vont pouvoir économiser. Ce que je comprends totalement. C'est juste la manière dont ça a été fait qui m'a paru... je me suis dit, ah ouais, ok, donc en fait, tu n'es rien. Hein. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on peut te remplacer au pied levé. Ne crois pas que voilà, t'es plus importante que quelqu'un d'autre. Et ça m'a fait réfléchir. Donc je me disais, attends, là je suis au chômage partiel, mais je continue quand même à participer à des calls, à recevoir des mails, etc. Commence à réfléchir à ton avenir, ma grande. Et le bien-être m'avait toujours... c'est quelque chose qui me faisait toujours vibrer. Je faisais du sport à hauteur de 5 fois par semaine. J'adorais prendre soin des gens, etc. Et donc du coup, je me suis dit, commence à y réfléchir. Donc j'ai fait un bilan de compétences avec une coach à l'époque. Et tout ça me paraissait très flou. Je ne savais pas du tout à quel moment j'allais quitter. Parce qu'en fait, c'est très compliqué de quitter la sécurité. Tu as quand même un très bon salaire, tu as un CDI, tu as une voiture de fonction, tu as des congés payés. Je sais pas, on est en plein Covid, tu sais pas, ton avenir est incertain. Ta coach, elle te dit, quand est-ce que tu penses que tu veux leur annoncer ton départ? Je lui dis, je sais pas, je pense que ça sera même pas cette année. Dans ma tête, en fait, c'était pas là. Oui, parce que forcément, toi, tout le parcours que tu as en tant que salarié, forcément, on a envie d'y rester, on est attaché aussi. En plus, tu viens de me dire qu'il y a un packaging. Ah oui, c'était incroyable. Je pense que tu es quand même dans un univers passionnant et forcément, on est attaché à ce mode de vie-là, si je puis dire. Et du coup, à ce moment-là, de tête, hein, tu quittes l'entreprise fin d'année 2020. Ouais, au mois de juillet 2020, je demande une rupture conventionnelle. Et Ouais, au mois d'octobre, je suis plus là. ok. Et du coup, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé Entre-temps, Période un peu sombre, tu as travaillé sur le business Entre-temps, pendant le confinement, comme je suis une grande passionnée de sport, je crée un guide autour des fessiers Ok, pour se construire un bouti en 8 semaines qui fonctionne bien, très bien pendant le confinement. Donc, je crée le site internet, je crée des petites vidéos et je crée le PDF en entier. Et puis, à la suite de ça, surtout, je commence à chercher des écoles en massage notamment. Et puis, je commence à me former. Et ensuite, j'attaque le domicile. ok. J'achète une table de massage, j'ai ma voiture, j'ai des filles que je connais qui ont envie d'essayer et commencer les massages. Et puis, tout commence là. Waouh. Ok, donc ça veut dire que tu te formes pendant 1 an et tu t'entraînes un peu finalement sur des amis, des nouvelles clientes, etc. Ouais, je me forme pendant plus d'1 an et demi. Et en plus, je continue, enfin après, on en discutera, mais c'est de la formation sans cesse, en fait, quand tu fais du bien-être. C'est important de rester toujours à jour. Et puis, je fais ça, oui, sur des proches au départ. Donc, sur des copines de copines. Et puis, jusqu'à temps de monter ma structure, de créer un nom de marque, et puis de commencer à amorcer tout ça de façon correcte. Ok, du coup, c'est là qu'apparaît Aesthetic Club. Exactement, c'est là qu'apparaît Aesthetic Club. Et du coup, quand tu parles de wellness, tu parles de massage. Mhm. Moi qui n'y connais pas grand-chose en massage, à part massage bien-être, hein, tu sais, California, tous ces noms qu'on peut voir un peu partout. Toi, c'est quoi, on va dire, ton activité principale dans ce domaine?
Alors moi, l'idée, quand j'ai lancé The Aesthetic Club, c'était de pouvoir apporter à certaines femmes les résultats qu'elles voulaient et qu'elles pensaient ne pas pouvoir obtenir. Donc que ce soit à travers le sport et à travers les soins. Parce que ça faisait écho à l'histoire, à mon passé dans le perso, où moi je m'étais sentie très mal et j'avais une très faible estime de moi pendant des années. Et le sport m'a aidé en fait à regagner tout ça. Je me suis sculpté un corps, j'ai perdu beaucoup de poids et je me trouvais, à la fin j'ai fini par me trouver bien. Et donc l'idée avec The Aesthetic Club, c'était vraiment d'apporter ça aux femmes et de leur dire que tout était possible et qu'elles en étaient capables. Donc je suis partie plus sur de l'esthétique minceur. Donc j'ai commencé par du palpé roulé, puis ensuite du drainage lymphatique, de la madérothérapie, et c'est encore aujourd'hui ce que je fais. Je fais pas du tout d'ailleurs de relaxant, je fais pas de californien, suédois, etc. Et je suis vraiment axée sur la femme en priorité et sur des soins santé et qui font du bien au corps de manière aussi esthétique, sur une perte de poids, sur un raffermissement de la peau, etc. Ok, donc je peux te dire que t'es une brûleuse de cellulite, quoi. Je suis Pas que, mais je suis une brûleuse de cellulite, sachant que j'ai quand même besoin de leur aide pour brûler la cellulite. Hein. Je ne suis pas magicienne. C'est Oui, important oui, de le c'est dire. sûr que oui, même s'il y a 10 séances Non, non, non. sur un mois, C'est bon, je un pense qu'il travail faut quand même d'équipe. manger sainement à côté pour. Manger sainement, bouger, ça ne veut pas dire faire que du sport, mais ça veut dire marcher, monter les escaliers. C'est un travail d'équipe, hein. C'est main dans la main avec sa masseuse. Mais nous, on n'est pas magicienne. Oui, oui, parce que tu me dis madérothérapie, je sais que c'est avec les outils en bois, donc tout de suite, moi, Exactement. je pense à la peau qui rougit, donc forcément, c'est la cellulite qu'on est en train d'exploser, si je puis dire. On relance la circulation sanguine, on vide les adipocytes, donc les cellules graisseuses. Mais à côté de ça, il faut que l'accompagnement, que ce soit alimentaire ou sportif, soit OK. Ok, pour récapituler, tu es aujourd'hui donc titulaire de plusieurs masters, tu as atteint le poste de directrice communication, tu lances ta boîte dans le wellness. D'ailleurs, où ça? Je suis dans le 17e, à Paris. Ok, ok, 17e, quel côté Vers Courcelles, Parc Monceau, Ah, les ça, beaux quartiers. ça brille par ici. Qu'est-ce qui t'anime encore aujourd'hui, là, avec cette entreprise-là, sachant que tu as un passé quand même assez monstrueux en peu de temps? Je ne sais pas si je dirais passé monstrueux, c'est-à-dire que, en tout cas, j'ai jamais lâché et j'ai toujours eu envie d'aller là où j'avais envie d'être. Donc, j'ai fait en sorte de me donner les moyens. Aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est clairement mes clientes, en fait. C'est elles qui m'animent au quotidien parce que c'est les retours que j'ai quand elles se sentent mieux dans leur peau, quand elles atteignent leurs objectifs, quand le simple fait de venir se faire masser leur font se sentir mieux parce qu'elles libèrent quelque chose sur la table de massage, elles discutent avec moi, c'est un échange. C'est ça aujourd'hui qui me fait vibrer et qui me fait continuer ce travail. Et bien sûr, mon côté créatif qui, moi, m'anime beaucoup. C'est-à-dire que The Aesthetic Club, c'est pas que des massages, c'est tout un ADN. J'avais lancé du merch avec des sweatshirts, des t-shirts. Il y a beaucoup de collages sur mon Instagram. Il y a un vrai ADN un peu à l'anglo-saxonne parce que moi, c'est ce qui me stimule énormément. Le bien-être à l'américaine, à l'anglaise, etc. Ils sont beaucoup plus forts et beaucoup plus loin que nous. Donc aujourd'hui, c'est ça qui m'anime. Mais numéro un, c'est mes clientes qui me font rester là où je suis. Mais dans ta vie perso, du coup, parce que tu m'as parlé du confinement, que voilà, ça t'a impacté parce qu'il y a eu des décisions d'un point de vue entreprise qui t'ont pas trop plu, donc tu as décidé de prendre ton courage à deux mains et tout quitter. Mais aujourd'hui, du coup, dans ta vie perso, ça se passe bien? On n'en a pas parlé encore. Dans mon perso, ça se passe très bien dans le sens où j'ai mis du temps à trouver la bonne personne. Et j'ai la chance d'être maman depuis 9 mois maintenant, d'une petite fille. J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps parce qu'avant ça, l'estime de moi-même m'a beaucoup, beaucoup contribué au fait que je ne sois pas avec les bonnes personnes et je ne rencontre pas les bonnes personnes. Mais d'un côté, ça m'a aussi forgé certaines histoires, notamment une, qui m'ont forgé à faire aujourd'hui ce que je fais. C'est-à-dire que je pense que si je n'avais pas vécu cette histoire-là, je ne serais sûrement pas celle que je suis aujourd'hui, puisque ça m'a permis de faire un travail sur moi. Moi, je n'ai pas honte de dire que j'ai vu et je vois une psy, que je m'intéresse beaucoup au développement personnel, qu'il y a des choses que j'applique, d'autres pas parce que ça ne me parle pas. Mais en tout cas, voilà, je me renseigne beaucoup. Et surtout, aujourd'hui, je fais en sorte le plus possible, même s'il y a encore des failles, de prioriser mon bien-être mental.
C'est la chose la plus importante pour moi. Alors quand on a un enfant, il y a plein de choses qui changent, mais en tout cas, voilà, de 2020 à maintenant, c'était ça, et j'avais besoin d'être alignée sur tous les plans, en tout cas, pour que ça puisse avancer. Ok, parce que ça voudrait dire que depuis la période où tu étais en pleine ascension pro, Ah tu bah, me... c'était un cauchemar en perso. ok, tu me dirais que tu n'étais pas du tout aligné à côté de ça, en tout cas. Ah non, dans le perso, c'était un drame. Enfin, moi, j'ai été avec un pervers narcissique pendant 3 ans et demi. À la fin, ça s'est très mal fini. Et donc, du coup, j'étais en ascension pro, c'est-à-dire qu'au dîner avec vos amis, vous êtes la directrice communication France Benelux, c'est incroyable, à 30 ans, etc. Mais votre vie perso, c'est chaotique. Il n'y a pas un soir où vous pleurez pas, ou même dans la journée. Donc, c'était ce que je vivais en off était dramatique, et j'aurais aimé que mes collègues, peut-être, le sachent un peu plus pour être un peu plus indulgents parfois. Mais non, côté perso, c'était pas aligné du tout. Ouais, mais le Et principe du pervers narcissique, excuse-moi de te couper, c'est aussi d'isoler sa proie finalement. bah, c'était clairement ça. Et j'avais des amies qui se reconnaîtront si elles écoutent ce podcast, qui me disaient, mais Linda, mais tu vois pas ce qui est en train de se passer. Et je leur disais, mais non, vous vous rendez pas compte comment moi je suis. Je suis quelqu'un aussi de très chiante, je fais ci, je fais ça. Alors que, en fait, même si c'était le cas, ça n'aurait jamais dû engendrer toutes les choses qui se sont passées. Et du coup, c'était, tu penses, un trop-plein, la période de confinement, cette décision-là de la boîte, plus ton passé, etc. Je pense que ça a été un trop-plein et ça a contribué à tout plaquer et se lancer justement sur ce que tu recherches finalement. Sensation de Euh, bien-être permanente. Ouais, je pense que ça a été un trop-plein, et qu'à un moment donné, je me suis dit, il va falloir que tu prennes ton courage à deux mains et que tu fasses ce que tu as vraiment envie de faire, à tous les niveaux. Il y a des gens avec qui ça a été très dur de couper, mais au final, c'était très bénéfique. Et, euh, et en fait, à partir du moment, c'est ce que j'aime dire quand on me pose la question, mais à partir du moment où je me suis alignée dans le travail et je me suis écoutée, tout le reste s'est aligné. Et aujourd'hui, comment dire, je suis heureuse, j'ai une petite fille qui va très bien, qui est en bonne santé, je fais un métier que j'aime, j'ai des ambitions, que ce soit personnelles ou professionnelles. Donc voilà, mais à un moment donné, il faut se mettre un coup de pied aux fesses, même quand c'est dur et même quand on a la tête dans le trou, et de se dire, dans une relation notamment, c'est 50-50, on n'est pas des victimes toute notre vie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'est pas maudit. Moi, je l'ai beaucoup dit, ça, c'est pour ça que je me permets de le dire aujourd'hui, je suis maudite, je rencontrerai jamais personne. Mais c'est parce qu'à un moment donné, on se laisse aussi faire. Et du coup, au lieu de se relever et de dire, même si ça fait mal, c'est maintenant, je m'en vais, eh ben, on laisse, parce qu'on a une très très faible estime de nous-mêmes. Et c'est pour ça que c'est très important de faire un travail et de se faire suivre. Et que c'est pas une honte, et que ce n'est pas les fous qui vont voir le psy. Et du coup, cette période-là, que je qualifierais de très sombre, Mm. euh, c'est cette période-là aussi où justement, tu as décidé de te reprendre en main et la perte de poids dont tu parlais tout à l'heure. C'était à cheval entre cette relation et j'ai perdu 15 kilos. J'étais chez Angelo à l'époque, mais j'étais déjà dans cette relation très sombre. Et donc j'ai perdu ces 15 kilos. Et ensuite, le sport est venu m'aider. En fait, quand j'ai voulu m'extirper de cette histoire et que je commençais à avoir le courage de ne pas revenir en arrière et de sortir de ce trou, j'allais au sport en fait. 5 fois par semaine, c'était ce qui me faisait du bien mentalement et physiquement. Et puis le corps, il s'est sculpté au fur et à mesure. Et après, on se dit, ah ouais, j'ai réussi à faire tout ça. C'est une autre vie. Ouais, c'est une autre vie, parce que tu te sens mieux. Quand tu te regardes dans la glace, ça va quand même mieux. T'as toujours des restes, mais là, tu te dis quand même, ça y est, ça va. Après, le plus compliqué, de toute façon, c'est toujours d'amorcer et dans un second temps, Moi, créer cette habitude-là. Moi, j'ai Quoi. pas honte de dire que c'était devenu une drogue, le sport. Hein. C'était la montée d'endorphine que ça te procurait. Ça me manquait quand j'y allais pas. Et bon, après, voilà, j'avais le temps, j'étais pas en couple, j'avais pas d'enfant. Alors, il y en a qui me diront, non, mais même en couple avec un enfant. C'est ce que j'allais dire. Hein. En couple, du coup, tu es en train de dire que quand tu es avec quelqu'un, tu n'as plus ce temps, justement, pour toi. Bah, c'est pas ça, c'est que tu essayes de privilégier les moments avec la personne. Donc, moi, ma vie, de base, je suis quelqu'un qui me lève à 7h du matin. Donc, je me lève à 7h, mais je peux aussi me coucher à 21h30, 22h. Donc, tu te doutes que si je vais au sport et qu'après je rentre pour voir mon conjoint 30 minutes. Ok, oui, c'est vrai que vu sous cet angle-là, ça peut paraître un peu plus compliqué de passer un petit moment. D'ailleurs, tu as parlé un moment de la maternité, et félicitations. Parce que Merci. c'est vrai que je n'ai pas rebondi tout de suite. Parce que oui, c'est le prochain sujet, du coup, que je voulais aborder avec toi. La maternité et ce fameux équilibre vie perso, vie pro. Comment tu
Comment tu t'y prends? Et d'ailleurs, elle a quel âge? Elle a 9 mois Ok. depuis le 1er novembre. Alors, moi, la maternité ne s'est pas du tout passée comme ce que j'avais prévu depuis toutes ces années. Dis-moi tout. Je me suis pris un parpaing un peu dans la figure quand elle est arrivée, pour plein de raisons. Parce que j'ai eu un accouchement compliqué, je l'ai mal vécu. Et du coup, ensuite, on est resté hospitalisé une semaine parce que la petite, en fait, il y a eu des problèmes d'anomalie cardiaque fétale au départ, et puis ensuite une jaunisse. Et puis moi, avec une épisio et compagnie, bon, t'es un homme, donc je vais pas rentrer dans tous les détails. Et du coup, on est resté une semaine parce que la petite, la jaunisse, ne redescendait pas. Et ça, je l'ai vécu, par exemple, sachant que je n'avais le droit à aucune visite. Ça a été très dur pour moi, parce que moi, j'aurais voulu voir soit la mère de mon conjoint, soit ma mère, par exemple. Ah oui, parce que du coup, ils sont encore en mode confinement. Certaines maternités, oui. Ok. Et moi, en l'occurrence, j'avais pas le droit de visite. Et il y a une amie qui se reconnaîtra, qui est venue me voir en bas de la maternité. Et elle pourra vous dire, si elle témoignait, que j'ai pleuré à peu près tout le long de notre rendez-vous. Et j'avais une peur bleue de remonter dans ma chambre à la maternité. Donc j'ai vécu... Le premier mois a été très douloureux et compliqué pour moi. Heureusement, à la maternité, on m'a suivi, on m'a pris en charge, donc ça allait. Mais en tout cas, même quand tu es entouré et que c'est censé être le plus beau jour de ta vie, quand tu es confronté à ça alors que tu ne t'y attendais pas et que ça te prend de court, c'est très dur parce que tu culpabilises en te disant « Attends, c'est pas normal ce que je suis en train de faire là ». Et en même temps, tu ne peux rien faire d'autre. C'est-à-dire que je pense qu'il y a tout un shot d'hormones et compagnie qui se produisent où tu es dans une galaxie complètement... Enfin, tu touches plus le sol en fait, sauf que tu es ailleurs. Et donc aujourd'hui, allier la vie pro et vie perso, depuis qu'elle est à la crèche, c'est quand même beaucoup plus facile. On a une bonne organisation, on essaye du moins. Après, il y a toujours des inattendus, quand la crèche t'appelle parce qu'elle a 38,5, voilà. Mais ça, c'est le lot de tous les parents. J'ai pas réussi encore à trouver l'alignement sur moi, me reprendre en main, me faire du bien, aller au sport, etc. Quand je suis avec elle full time. C'est très important pour moi de passer un moment de qualité avec elle. Et donc, du coup... à part le travail et elle, j'ai pas trop de temps pour moi. Donc ça, c'est le sujet 2024 à bosser. En fait, je réalise que je passe beaucoup de temps à m'occuper des autres et de ma fille, mais pas de moi du tout depuis un peu plus de 9 mois. Déjà pendant ma grossesse, parce que j'ai travaillé jusqu'à 8 mois, en fait, de grossesse. Pardon? J'ai travaillé jusqu'à 8 mois de grossesse, j'ai fait des massages jusqu'à 8 mois de grossesse. Et j'ai pas fait de cours de prépa à l'accouchement. Enfin, je me suis négligée, en fait. J'ai tellement eu peur de manquer de sous et de rater 3 mois où j'allais pas être là, 4 mois, parce qu'en fait, je me suis arrêtée fin décembre, j'ai accouché le 1er février et j'ai repris le 21 avril. Ok, parce qu'à cette période-là, du coup, tu déléguais pas, une partie du business, non. etc. Okay. Non, je suis toute seule, donc j'avais cette peur bleue de manquer, donc j'ai travaillé pour éviter de manquer, ça me rassurait en fait. Mais ça a été quand même bien fait parce que je suis arrivée à une période où pour les soins que je fais moi, j'ai repris le travail le 21 avril et franchement, c'était le début du printemps et tout, donc je suis revenue à une bonne période pour le business en tout cas. Ok, parce que tu me dis 8 mois... Oui, j'avais un énorme ventre et je me demande parfois si ma fille se souvient encore du bruit du rouleau de madérothérapie tellement je m'assais près de mon ventre. Donc parfois, je me demande si je lui fais le bruit devant elle, elle va se dire intéressant. Elle devait entendre les crépitements de la cellulite exploser sous ton bout de bois là, mais donc oui, c'était comme ça. Et de toute façon, je referai plus du tout les choses de la même façon si j'ai la chance d'avoir un deuxième bébé. Je prendrai du temps pour moi, j'irai me faire masser, je ferai des cours de prépa à l'accouchement, même si maintenant je sais à quoi ressemble une salle d'accouchement, je sais comment on pousse, etc. Je ne ferai pas les choses de la même façon. Et je prendrai vraiment du temps et j'essaierai de ne pas m'angoisser. En tant que personne métisse, on a un peu tous la jaunisse. Enfin, je généralise pas, mais c'est quelque chose qui est très fréquent, en tout cas pour les personnes longtemps. avec la peau... Oui, on est d'accord, mais là, ça durait longtemps. Ça a duré une semaine, c'était long. Parce que tous les jours, on te dit, c'est peut-être demain vous allez sortir, et tous les jours, on vient flasher ta fille. Et ta fille est au-dessus de la courbe, en fait. Elle est jaune fluo et ça redescend pas.
Donc, la voir sous cette couveuse, cette lampe bleue pendant des 12 heures d'affilée, en train, la pauvre, d'avoir un bandeau sur les yeux, de chouiner et tout, moi, c'est pas quelque chose que j'ai bien vécu. Même si c'est quelque chose d'anodin, hein. Il y a des mamans qui vivent pire que moi, qui sont en néonat avec des bébés qui ont des réels soucis. Mais moi, Linda, Oui, mais avec, après, en mon tant que, avec mon psychologique à moi, je n'ai pas réussi à le gérer. bah après, en tant que nouvelle mère ou nouveau père, forcément, il y a. Enfin, on vit tout comme quelque chose de très prenant. Tout ce qui arrive, du coup, est très grave Ouais. à gérer. Et forcément, bah, on est un peu nombriliste sur cette période-là. Donc, je vois pas. Enfin, ça me Donc, paraît logique de penser comme tu l'as fait. ouais, donc voilà. Mais aujourd'hui, c'est mon... Enfin, je peux clairement dire que je n'ai jamais connu un amour comme celui-là. C'est ce que C'est-à-dire j'allais te que... demander. Est-ce que tu. Excuse-moi de te couper une seconde fois, mais est-ce que le cliché, quand on a des enfants, notre ambition, notre détermination, elle est décuplée? Qu'est-ce que Mais tu me réponds à moi, ça? sur cette question, je suis un peu... je suis pas hyper d'accord avec ça, mais je vais expliquer pourquoi. Parce que moi, j'ai tellement toujours eu faim. Je sais pas comment expliquer, parce que je sais pas de qui je tiens ça. Il n'y a pas d'entrepreneur dans ma famille. Mais cette faim, je l'avais. Alors peut-être que c'est un besoin de reconnaissance. J'ai longtemps réfléchi sur le sujet et de prouver que j'étais capable, etc. Mais du coup, comme j'ai toujours eu faim, Jana n'a rien changé à ma vie sur ça. Elle m'a pas donné plus la dalle. En revanche, elle m'a donné l'envie d'être une meilleure personne sur plein d'aspects. Sur la façon dont j'ai l'habitude, moi, d'être très impulsive, d'essayer de me calmer, sur la patience, sur toutes ces choses-là. Et de pouvoir lui inculquer des valeurs très, très importantes. Donc, sur ça, oui. Bah, déjà, c'est vrai que je t'ai pas posé la question, mais t'étais quel genre de profil à l'école? J'étais un profil, j'étais par Mons et par Vaux, partout, et je bavardais beaucoup, apparemment. Ok, ça veut dire que t'étais le profil qui se faisait remarquer dans une classe super bosseuse, quoi. Ouais, j'étais celle qui parlait tout le temps. Ok, bah ça vient peut-être de là, du coup, ce côté, bah, j'ai envie de prouver que je suis pas une cancre, que je suis pas une personne qui passe son temps à bavarder, alors, mais j'en ai dans la caboche, quoi. Donc je pense que ça vient aussi de là et qu'à 15 ans, du coup, quand tu commences à voir que tu entres au lycée et que bah, tu vas devoir faire des choix, hein, ces choix toujours très compliqués post-bac, quand on est très jeune, bah, justement, d'être businesswoman. Et je trouve que en tout cas, dans ce que tu dégages là tout de suite, j'ai l'impression que tu t'en approches bah, à grands pas. Oui et non, j'ai beaucoup de travail à faire sur notamment l'élaboration des prix, etc. Parce que j'ai souvent tendance à me dévaloriser un peu. Et donc, du coup, j'ai encore beaucoup, beaucoup de travail à faire, en fait, surtout sur la partie business, énormément. Je suis pas, je suis une très bonne créative. J'ai plein d'idées à la seconde. Je sais ce que je veux. Je sais où j'ai envie d'aller. Je sais où j'ai envie d'amener mon projet. Donc j'ai des sujets à travailler. J'ai pas du tout terminé ce que j'ai à faire dans le domaine du dev perso, par exemple. Ok, donc là, tu parles vraiment d'un point de vue perso Ouais, dans ton business. ouais, exactement. Ok. Qu'est-ce que tu dirais, toi, aux plus jeunes qui pourraient nous écouter et qui se posent la question de tiens, j'ai envie d'être dans le bien-être, ou même les moins jeunes, hein, personnes sont en totale reconversion. Qu'est-ce que tu leur dirais pour se lancer dans ton secteur d'activité? Bah, la première chose, c'est d'être loyal dans la vie. Quand je dis loyal, c'est de ne pas la faire à l'envers aux gens, de ne pas d'abuser des gens, de ne pas essayer de piquer les clients des gens, parce qu'il y a un célèbre proverbe qui dit «Karma is a bitch», et honnêtement, c'est une réalité, c'est-à-dire que il faut faire les choses à la loyale. Il y en a qui seront pas d'accord avec moi et qui vont me dire t'es pas assez business, tu dois t'en foutre de tout et ratisser large. Moi non, moi je pense toujours à l'autre avant. C'est peut-être une erreur, mais c'est ma façon de faire. Et donc, du coup, je la joue toujours loyale. Je ne fais pas de coups en travers. Je travaille beaucoup. Il faut travailler dur. Il y a des jours où il ne faudra pas compter ses heures, sortir de sa zone de confort, ne jamais abandonner, en fait. C'est-à-dire, si votre objectif, c'est d'ouvrir un centre ou quoi, formez-vous. Moi, c'est ce que je dis toujours. C'est formez-vous, soyez curieux, sortez de chez vous, renseignez-vous, lisez, regardez des documentaires, ne passez pas votre vie sur Instagram et Netflix, s'il vous plaît. Ou alors, si vous restez sur Netflix, regardez des documentaires qui soient pertinents, qui développent un peu votre rage, votre dalle, votre envie. Le temps, il est précieux.
Et plus tôt vous ferez les choses, plus tôt vous serez renseigné, plus vite vous arriverez à vos ambitions. Et surtout, ne pas avoir peur. Il n'y a rien de trop grand. C'est moi qui dis ça alors que je suis apeurée pour certaines choses, mais je commence à travailler sur ça. J'ai eu la chance quand même, grâce à des personnes, de masser des gens très importants. Et donc, j'ai envie de dire cette phrase très bateau, mais sky is the limit. Ouais, après, bon, je pense que si tu n'évoques pas les noms, c'est que c'est des personnes quand même. Oui, j'ai pas envie d'évoquer les noms parce qu'il y a des personnes aussi qui sont pas protégées, mais qui sont où voilà, clairement, on m'avait demandé de Pas ébruité, quoi. pas ébruiter, non. Bah, tu parlais de loyauté. Exactement. Je suis fidèle à mes propos. J'essaye du moins. Toi, comment tu te visualises dans le futur proche, d'un point de vue business? Parce que là, comment tu m'évoques tout ce que tu as monté et ce que tu montes au quotidien, c'est intéressant parce que bah là, de ce que je comprends, c'est beaucoup de bouche à oreille. En tout cas, c'est comme ça que tu as commencé. Et d'ailleurs, pour ton Instagram, tu peux le donner. Oui, c'est @aesthetic club Paris sur Insta. Aesthetic C'est Club, un logo donc vert. A-E. Ouais, AESTHETIC underscore club Subtil. underscore Paris. Très subtil. Bah, je trouvais ça chic, le A et le E, beaucoup plus que esthétique. Toujours en tout cas dans l'optique de sculpter les corps pour Mais donner pas confiance. mais pas que, parce que j'ai fait une formation, quand j'étais enceinte pendant 1 an, j'ai fait une formation qui est basée à New York sur le développement personnel et la nutrition. Et du coup, l'objectif, c'est aussi de pouvoir allier le bien-être à 360. Je pense que l'aspect mindset, mais au-delà du mindset, l'aspect psycho est très important dans la façon dont on est relié à son corps et dans la façon dont on est face à plein de choses, hein, la nourriture, le sport, ces choses-là. Tout est comment dire, créé à partir de notre cerveau. Et donc, la façon dont on se sent et les choses qu'on a à travailler sont très, très importantes pour pouvoir atteindre les objectifs demandés. Et donc, juste faire un énième régime si, en fait, à côté dans votre vie, il y a plein de choses qui ne vont pas, que ce soit dans le perso, au travail, etc., très honnêtement, en tout cas, sur le long terme, ça ne fonctionnera pas. Donc, l'idée, moi, ce dont j'ai envie pour le business, c'est d'apporter un biais 360, donc mindset, body, sport, nutrition, qu'on puisse traiter tous ces sujets dans un même endroit. Ok, bah, c'est une belle projection là, faut de l'espace. Faut de l'espace. Mais voilà, c'est un projet long terme. Donc l'aspect psycho sera au cœur de mon projet. C'est pour moi très important et je pense que c'est amené à se développer. On en parle de plus en plus ici, même si c'est encore un peu, fait de manière discrète. Tout le monde n'assume pas, alors qu'on devrait. Je trouve que c'est assez sain de dire qu'on va chez le psy et qu'on essaye de faire en sorte d'aller mieux et de pouvoir avoir les armes pour interagir avec les autres. Mais ce n'est que mon point de vue, encore une fois. Bah, après, c'est vrai que moi qui suis dans le domaine, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. C'est le psy, c'est pour les fous. J'avais eu Florent Le Gaonnac Ouais. qui était venu sur le 2e épisode et du coup je lui ai posé cette question-là et bon il avait décousu pour les personnes qui ont été nombreuses d'ailleurs à nous écouter sur cet épisode-là. C'est quelque chose à démocratiser sans cesse parce que bon, bah, malheureusement, c'est pas à la mode d'aller se confier à quelqu'un qui... Bah moi, tout l'objectif, justement, pardon de t'interrompre, mais tout l'objectif de Aesthetic Club, quand on voit un peu ce que j'essaye de faire sur les réseaux et tout, c'est de rendre tout ça un peu cool. Et moi, mon rêve, c'est que la psycho devienne un peu cool. Et qu'il y a des phrases qui tournent sur Insta qui sont assez drôles en anglais, mais en gros, que les gens qui n'ont pas, entre guillemets, besoin forcément de psy, n'aillent pas voir le psy pour ceux qui en ont vraiment besoin. Parce que souvent, on se fait un peu... on souffre de certaines choses de gens qui auraient eu bien besoin d'aller un peu déballer leur sac et creuser en eux. Et en fait, vous vous retrouvez à bosser sur vous parce que ces gens vous ont mis plus bactère, entre autres. Et qui est pervers narcissique. Entre autres, oui, mais après, pervers narcissique, c'est ce que je voulais dire, je voulais revenir là-dessus. Je le dis parce que c'était vraiment le cas, mais je sais qu'aujourd'hui, s'il y a des psys qui nous écoutent, ce mot, il a été un peu galvaudé. Il n'y a pas des pervers narcissiques partout, je tiens à le dire. Il y a des personnes qui sont très manipulatrices, il y a des personnes qui sont menteurs, il y a des personnes juste qui sont malveillants, mais pas forcément pervers narcissiques. Pervers narcissique, c'est quand même une vraie pathologie. Et donc, du coup, il faut pas tout mélanger. Mais là, en l'occurrence, moi, voilà, je ne vais pas revenir sur ces histoires-là, mais quand vous en arrivez aux mains
et que verbalement vous vous faites fustiger tous les jours, que ce soit par mail, par texto, au téléphone, avec des insultes qui font froid dans le dos, vous comprenez qu'il y a quand même un souci psy de ce côté-là. Donc voilà, mais ne pas avoir peur d'aller voir un psy, c'est hyper, 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 hyper important. Même quand vous avez l'impression que tout roule dans votre vie et que vous avez eu une enfance tranquille, on a toujours des petites névroses cachées. Et c'est important c'est important d'aller parler à quelqu'un d'extérieur et de faire un peu le point et de creuser en nous parce que ça rend un peu plus grand. Et tous les problèmes d'aujourd'hui sont de base des problèmes créés en général dans le passé. Souvent, pas que, il peut y avoir des traumatismes aussi de choses qui se passent dans la vie de tous les jours, mais Oui. en général, on se traîne quand même un peu les biais de nos parents, ce genre de choses. Il y a des choses qui ne sont pas guéries, qu'on peut se traîner un peu. Après, il y a des pathologies, hein, c'est-à-dire que voilà, l'autisme, les troubles du comportement, ce genre de choses, voilà, ça c'est des pathologies où il faut consulter des neuropsys, des psys, mais sur des choses un peu plus basiques, c'est bien parfois d'aller faire un travail sur soi et d'apprendre un peu plus à savoir qui on est, pourquoi on est comme ça, et surtout, pas apprendre à changer parce que vous changerez réellement jamais, mais comment vous pouvez évoluer avec tout ce que vous avez vécu. On arrive maintenant sur la fin de cet épisode. J'avais une question assez généraliste qui est quel a été ton plus gros échec, mais en même temps ton plus bel apprentissage? Mon plus gros échec, c'est d'avoir... Et c'est pas des échecs parce que c'est ce qui m'a permis aussi d'apprendre plein de choses. Mais c'est vrai que j'ai pas évoqué. Il y a plein de choses en fait que je réalise, je n'ai pas évoqué. J'ai monté 2 structures. En plus de Sopress, à l'âge de 23 ans, j'ai monté 2 boîtes qui n'ont pas fonctionné, où j'ai investi des billes, etc. Mais c'est pas allé au bout. Donc c'est pas un échec, c'est un apprentissage, c'est une leçon. Ça m'a pas empêché de m'arrêter, hein, puisque j'ai recréé derrière The Aesthetic Club. Donc c'est qu'en fait, je me dis qu'un jour ou l'autre, une de mes structures percera et fonctionnera comme je l'entends avec un CA dithyrambique. Et ensuite, mon plus gros apprentissage, ça a été le travail. Je sais que c'est bateau de dire ça, mais c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai pas évoqué. Pendant 5 ans, j'ai travaillé 7-7. J'avais mon agence du lundi au vendredi. Ensuite, je travaillais le samedi et le dimanche à 7 heures pendant 2 ans ou 3 ans à l'Argus de la Presse où je faisais de la pige dans une espèce de cave porte de Saint-Ouen. Enfin, il n'y avait pas de lumière que des ordis. C'était un peu glauque, mais ça arrondissait les fins de mois. Et puis par la suite, toujours pendant que j'avais mon agence, pour être sûr d'avoir un fixe, je travaillais aussi les week-ends chez Otis sur une plateforme téléphonique où je répondais aux personnes qui avaient des soucis d'ascenseur. Donc, du samedi au lundi matin. Donc, samedi, je faisais 9h-20h. Dimanche, 9h-20h. Et le lundi, 7h midi. Et ensuite, j'allais bosser à l'agence. Ok, donc ça te permettait de faire un peu de trésor et à côté, avoir un salaire quand même Exactement. pour joindre les deux bouts. Et je pense que tu avais des factures déjà à ce moment-là. Oui, j'avais des factures parce que j'ai quitté chez mes parents. J'avais 21 ans. Donc bien sûr hein, parfois ils m'ont aidé, j'ai rien à dire là-dessus, mais il fallait quand même payer beaucoup de choses et donc du coup ça passait par le travail. Donc mon plus gros apprentissage dans cette vie ça a été le travail, de jamais baisser les bras. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des sauts de gens. Ça c'est le proverbe par excellence. Qu'il ne faut pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis et que parfois ça met un peu plus de temps que prévu, mais il faut essayer de ne pas lâcher et de se concentrer sur le chemin et non pas sur l'objectif final. Et c'est ça qui va vous apporter plein de choses et plein de rencontres aussi qui vont vous faire grandir en fait. C'est ça le plus important. Et de toujours essayer. Et se concentrer sur les langues. Et se concentrer sur les langues. Ça, c'est je ne sais pas qui va écouter ce podcast. J'ai l'impression que c'est un peu la phrase d'accroche, là. Parce que moi, c'est ce qui m'a aidé dans tout. Et c'est ce qui m'a permis de gravir tous les échelons. C'est ce qui m'a permis, sur un CV identique au mien, l'anglais et l'italien ont toujours fait la différence, en fait. Quand vous avez quelqu'un qui parle anglais, c'est un gain de temps énorme. Moi, tu sais, je dis souvent à mes étudiants... parce qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas mettre sur le CV, sur LinkedIn, qui parlent des dialectes, qui parlent l'anglais, qui ont un peu de mandarin.
qui parlent des fois aussi l'arabe. Mhm. Il y en a qui n'osent pas mettre, tu vois, avec tout ce qui se passe en ce moment, avec, Non, bah, il faut avec s'assumer. l'approche, enfin le pouvoir qu'ont les médias sur nos petits cerveaux, et surtout ceux des recruteurs et du monde qui recrute. Mais je leur dis, let's go, mettez. Parce C'est que hyper demain, important. une entreprise qui veut se lancer, ou en tout cas qui veut ouvrir une branche au Moyen-Orient, au Maghreb, bah, qui vont-ils penser? Ils vont taper dans leur algorithme, là, ils vont taper le mot, enfin la langue arabe Il- pour justement récupérer tous les profils qui parlent la langue qu'ils souhaitent avoir dans leur équipe. Ouais, et ça me rend triste de me dire que potentiellement il y a des étudiants qui se brident par rapport à ça parce que ça peut être un gage un peu de honte et qu'ils n'ont pas envie d'être discriminés par rapport à ça, alors que c'est une force incroyable de savoir maîtriser 2 langues, que ce soit l'arabe, que ce soit le mandarin, que ce soit le russe. C'est hyper important. C'est une force qui est incroyable comparée à des personnes qui malheureusement ne parlent que français. Et donc, il faut exploiter toutes ces forces. Il ne faut pas avoir honte de la personne qu'on est. C'est des phrases bateau, je sais, mais c'est hyper important parce que c'est ce qui va vous permettre de faire la différence par rapport aux autres. Et donc, de toujours s'assumer et surtout d'être curieux. Moi, c'est la phrase que quand ma fille sera en âge, je lui parle beaucoup déjà, mais quand elle sera en âge de vraiment comprendre, c'est la curiosité. Il n'y a pas pire que quelqu'un qui n'est pas curieux. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, cherchez-le. Cherchez-le, n'attendez pas qu'on vous donne les réponses ou n'attendez pas de vous dire de toute façon c'est pas mon milieu. Non, cherchez, creusez, faites des rencontres, sortez de chez vous en fait et parlez avec tout le monde. Décrocher du téléphone. Non, mais décrochez du téléphone, mais surtout faites en sorte de rencontrer tout le monde. Arrêtez d'avoir des préjugés sur que ce soit les gens qui sont très riches ou les gens qui sont originaires de quartier. Je sais pas parler avec tout le monde. Moi, j'ai des amis qui vivent en cité à Argenteuil comme j'ai des amis qui vivent au Trocadéro en fait. J'ai pas de Et voilà, et c'est comme ça que j'ai été élevée et c'est comme ça que je compte élever ma fille. Je crois que c'est le mot de la fin, Linda. T'anticipes la dernière question. Quelle était la dernière question? C'est quoi le mot de la fin? Et Le je mot de pense la que fin, c'est voilà, soyez curieux, sortez de chez vous, assumez-vous, faites-vous du bien et surtout, surtout, prenez soin de votre mental et de votre cerveau. Très important. merci à toi, Linda. Merci à toi de m'avoir convié. Bah, c'était un chouette moment, en tout cas pour ma part. Et j'espère qu'il y aura des retours. Donc à tous ceux qui écoutent, n'hésitez pas à faire des retours. Ça me ferait très plaisir. Ouais. Ainsi qu'à Arthur, je pense. Ouais, ils ont intérêt. Ils ont intérêt, comme depuis le depuis début septembre qu'on a lancé ce podcast ensemble. Pas mal de retours, pas mal de partages. Et pour ça, je vous en remercie. Merci à toi, Linda, d'être venue me voir pour justement enregistrer ce fameux épisode. My pleasure. Et du coup, bah, je dis à tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous faire des retours et je vous dis à très vite la famille. Ciao, ciao. À très vite.